profiter du coup de l'occasion pour rappeler à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on était en train de parler de la question de savoir comment est-ce que il y a des paramètres qui sont plus structurels qui touchent l'Afrique et qui expliquent en fait les risques qui se présentent pour le continent actuellement, maintenant et dans les semaines qui viennent. Et donc, Saïd est en train de développer toutes les questions économiques. Et donc, je vais peut-être du coup profiter pour passer la parole en fait à Robin, le temps que Saïd se reconnecte. Donc Robin, dans la continuité de ce que disait Saïd, qui pourra développer un peu plus tard, tu veux bien nous parler du coup un peu plus de ce débat en fait de la dette qui est en train de se déployer depuis quelques semaines déjà. Qu'est-ce que tu en penses en tant que CADTM? Quelles analyses tu fais de ça? Quelles analyses tu fais de la question de la dette en général et des solutions mises sur la table actuellement? Voilà, je te cède la parole. Oui, ben, merci. Ben, dans le prolongement de ce que disait Saïd, de ce qu'on a entendu, déjà totalement d'accord avec l'analyse qu'il a initiée sur l'économie coloniale qui a été prolongée au fait après la Deuxième Guerre mondiale et avec les indépendances des pays africains par le système dette, au fait, par l'emprise de la Banque mondiale et du FMI sur de très nombreux pays. Et bon, après, quand tu me demandes qu'est-ce que je pense des débats actuels, c'est là que c'est intéressant de voir la pertinence aussi du travail du CITM. Donc, il y a un énorme travail de décodage à faire. La première revue que j'ai coordonnée, c'est sur les restructurations de dettes. Donc, on voit qu'il faut beaucoup se méfier. Je ne sais pas à quel point beaucoup de gens croient dans les annonces de Macron, mais on peut voir assez aisément que les annonces de Macron sur l'annulation des dettes, en fait, ce n'est pas du sérieux, malheureusement. Et ben, peut-être je décline point par point par rapport à ce qui était prévu. Ouais. Ouais. Vous me suggériez notamment de parler de comment les débats actuels ne sont qu'une pointe de l'iceberg au fait de l'exploitation de l'Afrique. Et c'est aussi, quand on parle de système dette, par rapport à ce que ça disait, il y avait une économie coloniale qui a été poursuivie avec des prédominances d'économie d'exploitation des ressources, qui a ensuite été promue par la Banque mondiale et le FMI, avec toujours cette logique de il faut exploiter les ressources, les minerais, etc., les ressources des différents pays d'Afrique, pour avoir des devises, pour rembourser la dette. Le remboursement de la dette, on le voit actuellement en Europe, mais aussi dans beaucoup de parties de beaucoup de pays du monde. Le remboursement de la dette, c'est toujours le chantage au fait pour les coupes dans les services publics et la santé notamment. Et on voit à quel point ça a des conséquences extrêmement graves maintenant. Mais au fait, c'est un système qui fonctionne depuis le début des années 60 qui s'est, dans les grandes lignes, hein, qui s'est aggravé surtout aussi avec la crise des années 80, donc qui s'est déclenchée notamment avec une hausse des taux d'intérêt venus de la Fed, donc la Banque centrale des États-Unis, une hausse des taux d'intérêt qui a été multipliée donc, par 3 en quelques années, passé de 4,5-5% à quasiment 15%. Et donc ça a eu des répercussions énormes pour beaucoup de pays qui étaient très dépendants des prix des matières premières. Et là, on vit une crise donc, qui est plus importante au fait que la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ben, le FMI, au fait, le pompier pyromane, comme on l'appelle souvent, arrivait avec des remèdes extrêmement brutaux, avec les politiques, les PAS, les politiques d'ajustement structurel, qui ont en fait fait que reporter les problèmes ou même aggraver la situation situation socio-économique de beaucoup de pays. Ces PAS sont bien connus dans beaucoup de pays d'Afrique par la population qui a senti toutes ces mesures qui sont anti-populaires au fait, et on les a senties en Europe depuis quelques années, depuis la crise de la dette européenne, on va dire, dans les années 2010. Et ce qui est important au CETM, c'est qu'on parle des dettes illégitimes, illégales et odieuses. Je fais le lien avec le Fonds monétaire international et les politiques d'ajustement structurel parce que le fond de ces dettes doit être questionné, doit être analysé. En fait, la légitimité des dettes, c'est que beaucoup de dettes
peut-être légales, mais sont souvent illégitimes. Illégitimes dans le sens où elles n'ont pas profité aux populations. J'explique très rapidement donc, ces trois concepts. Et ensuite, le lien avec le FMI aussi, c'est que donc, beaucoup de ces dettes aussi sont des dettes illégales, c'est des dettes qui sont contraires au droit national ou international. Et des dettes odieuses, c'est des dettes qui ont été contractées contre l'intérêt de la population et tout en connaissance de cause des créanciers privés, des créanciers bilatéraux, donc bilatéraux les États, hein, comme la France, la Belgique, mais aussi des créanciers multilatéraux comme le FMI et la Banque mondiale. Et le club de Paris, quand on parle du club de Paris, au fait, c'est le club des 20 plus gros créanciers, dont le siège est basé à Paris au ministère des Finances. On doit questionner la légitimité des dettes. Et un autre concept par rapport aux dettes qui est très important aussi, c'est les dettes insoutenables. Au fait, le FMI et la Banque mondiale, quand ils parlent de plans de soi-disant sauvetage, c'est souvent quand les dettes deviennent insoutenables. Mais au fait, la soutenabilité des dettes, c'est surtout rendre les dettes remboursables. Quand des États ont des difficultés pour rembourser les dettes, il va y avoir des plans de sauvetage, comme par exemple l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés. Et c'est là qu'on doit vraiment se méfier parce qu'on parle de restructuration de dettes. Dans les médias, il y a beaucoup de confusion, restructuration avec annulation. En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Une annulation, c'est une annulation comme on conçoit au CETM, et, enfin, donc le CETM avec beaucoup de mouvements sociaux, que ça soit dans des pays d'Afrique ou d'Amérique latine, l'annulation donc inconditionnelle. Et les restructurations, donc c'est vraiment très important de se méfier de ce qui se passe du discours institutionnel et médiatique et politique général. Les restructurations, en fait, c'est des mesures qui vont, comme il se passe actuellement, c'est repousser les délais de paiement. Donc là, ce que préconise le FMI et la Banque mondiale, enfin ce que font le FMI et la Banque mondiale actuellement, c'est une annulation partielle. Mais une annulation, donc au fait, c'est une suspension pendant 6 mois ou un peu plus, là jusqu'à la fin de 2020. Mais donc qui n'a pas de qui ne questionne bien sûr pas la légitimité de ces dettes qui ont été accumulées, mais ensuite qui fait que repousser les problèmes. Et donc par rapport aux créanciers privés aussi, ce qui est postulé, c'est juste de partir sur les bonnes volontés des créanciers privés. La France, donc la grande annonce de Macron, il n'y a rien eu du côté de la France jusqu'à maintenant. Donc, c'est à attendre qu'il y ait des mouvements du côté de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et donc là, je parlais des politiques d'ajustement structurel dans les années 90, donc en faisant le lien avec la situation actuelle. Mais il faut savoir que la situation a empiré avec la crise de 2007-2008, donc qui n'était pas sans conséquence pour beaucoup de pays du Sud. Et encore dans les grandes lignes, au fait, la dette des pays d'Afrique a doublé, plus que doublé, au fait, passé de 1600 milliards en 2010 à 3600 milliards en 2018. Donc, au fait, des pays, à cause des politiques du FMI et de la Banque mondiale, très dépendants au prix des matières premières et très dépendants aux fluctuations des marchés. Et donc, dans la crise actuelle, il y a là je passe encore dans la dernière étape qui est de la discussion. En fait, c'est du côté des mouvements sociaux. Depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup de demandes d'annulation inconditionnelle des dettes, étant donné le poids qu'elles font peser, avec des services de la dette qui vont de l'ordre de 7 à 13% des revenus des pays. Donc 7 à 13% des revenus des pays servent à rembourser des dettes qui sont illégitimes, illégales et odieuses pour la plupart. Ah. Je vois que Saïd est de retour. Donc, Saïd, on a cédé la parole à Robin qui nous développait du coup la question de la dette, qui nous expliquait un peu les enjeux. Et je te signale juste en fait qu'on voit jusque la moitié de ta tête. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Donc Robin nous expliquait un peu la situation de la dette, l'historique. Et tu nous disais du coup, Robin, que donc la mesure qui est prise pour l'instant, c'est une mesure qui touche un peu à la périphérie du problème, qui est simplement de dire
qu'on reporte le paiement des dettes jusqu'à fin 2020. Et tu pourrais plus ou moins nous dire, en fait, le rapport qu'il y a entre le montant qui est proposé, qui serait annulé jusqu'à fin 2020, et les besoins réels qu'il y a par rapport à la crise actuellement. J'ai cru comprendre qu'il y a eu les ministres des Affaires, des Finances du continent qui sont réunis et qui ont proposé, qui, qui ont dit que dans l'urgence, ils auraient besoin de 100 milliards pour faire face à la crise sanitaire. Tu sais du coup nous dire c'est quoi le montant qui serait annulé par le FMI et la Banque mondiale d'ici fin 2020? Bon, il y a beaucoup de chiffres, mais quand même, je rigole alors que c'est pas marrant du tout, mais quand tu parles des montants qui ont été demandés, et quand on fait la comparaison avec les montants proposés par la Banque mondiale, ben, on parle de 12 milliards de créances, par exemple, de la part de la Banque mondiale. C'est même pas 1% de ce qu'il faudrait. Donc, il y a même la CNUSED qui ne sont pas forcément des révolutionnaires. La CNUSED, donc, c'est l'institution de l'ONU pour le développement, Convention des Nations Unies pour le développement, qui était scandalisée des propositions de la Banque mondiale et du FMI. Donc, il faut continuer à maintenir la pression à ce niveau-là. Et puis, les États peuvent aussi, les États ont un rôle. En fait, la Banque mondiale, ce n'est pas juste le secrétaire général, le directeur Banque mondiale ou FMI qui décide, mais la France, la Belgique peuvent faire pression. Enfin, et pour que la France et la Belgique fassent pression, c'est nous qui devons faire pression sur nos gouvernements aussi. À ce niveau-là, tu sais nous dire deux, trois mesures clés que le CADTM propose? Ouais, des mesures, bon déjà c'est un audit de la dette, un audit citoyen, un audit de la dette publique et un audit des créances. Des créances donc par rapport à la Belgique, il y a 282 millions que la Belgique possède vis-à-vis des pays africains. Donc la proposition principale, c'est une suspension, qu'est-ce que je dis? Une annulation totale et inconditionnée, et pas une suspension partielle qui ne fait que repousser les problèmes comme le font le FMI et la Banque mondiale. Ensuite aussi, c'est revoir ce que signifie l'aide publique au développement, qui sont en grande partie des investissements en fait, qui vont servir aux pays créanciers. Quand on analyse ce qu'il y a derrière l'aide publique au développement, déjà, il faut voir aussi qu'il y a eu des accords internationaux qui instituaient l'aide publique au développement à 0,7% des budgets des États, alors que la plupart du temps, ce n'est même pas la moitié ou le tiers de ce qui était prévu. Et encore, dans cet argent, très peu, il y a des choses totalement odieuses comme le renvoi des migrants aux frontières. Il faut savoir que ça compte dans l'aide publique au développement en plus des investissements qui vont servir aux pays du centre, comme on dit. Et donc, revoir l'aide publique au développement, il y a un travail qui a été fait aussi par Olivier de Scutter par rapport à ce qu'un tel niveau de l'aide publique au développement soit consacré à des projets d'agroécologie, alors qu'on a beaucoup Juste de... pour info, Olivier de Scutter, c'est donc le rapporteur des Nations Unies dans la lutte contre la pauvreté, qui a été nommé Oui, récemment à ce poste. ouais. Oui, et qui travaillait avant, qui avait remplacé Jean Ziegler sur le droit à l'alimentation. Donc ça, c'est des mesures intéressantes, à mon avis, à envisager. Mais avant tout aussi, faire un audit des créances et on peut pousser, en étant ici au Nord, une mesure de solidarité, c'est aussi de pousser les gouvernements français, belges, etc., à faire un audit des créances qui prouve très bien que ces créances sont odieuses, illégitimes et illégales. Après, ensuite, il y a des arguments de droit international qui sont très, très intéressants, comme l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est un argument qui édicte que quand un État est en situation d'urgence, face à des besoins humains, des besoins humains et des droits humains fondamentaux, il peut suspendre des accords internationaux tels que le remboursement des paiements de la dette. Merci beaucoup, Robin, pour tes propositions. Donc, il y a la question de l'annulation totale et sans condition, évidemment, de lier cette question-là à toute une remise en question de la politique de l'aide au développement, et puis évidemment la mise en avant d'arguments de droit international comme l'état de nécessité,
qui justifie amplement ces mesures-là. Donc, comme on le disait tout à l'heure au début, donc la question de la dette s'inscrit dans un contexte plus large et qui est une pointe d'un iceberg beaucoup plus large, qui sont les rapports impérialistes et les rapports d'exploitation qu'il y a entre les pays industrialisés du Nord et les pays exploités du Sud. Et donc, je vais repasser la parole à Saïd. J'espère que cette fois, ça ira beaucoup mieux, qui du coup va nous prolonger sa réflexion qu'il a entamée pour nous expliquer un peu le contexte plus général. Voilà, je te recède la parole, Saïd. Le micro est coupé. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Oui. Bien. Alors, j'ai tout changé. J'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de PS. J'espère que ça marchera. Comprendre la situation africaine face au corona, ça suppose de prendre en compte à la fois les facteurs de vulnérabilité économique et politique, mais aussi les facteurs de résistance, les facteurs de sauvegarde. Sinon, on ne peut pas comprendre le décalage qu'il y a entre une catastrophe annoncée et une pandémie qui, pour l'instant, est maîtrisée. En réalité, les facteurs de résistance sont liés au fait que les peuples africains ont maintenu des structures communautaires, des structures d'organisation familiale qui se sont mobilisées par rapport au corona, qui sont mobilisées pour que les groupes familiaux, les groupes communautaires puissent se protéger. Mais cela ne doit pas nous cacher les grands facteurs de vulnérabilité qui sont de nature économique et politique. Ces grands facteurs de vulnérabilité tirent leur origine du temps très ancien, d'un temps historique très ancien, puisque ça date de la colonisation. Les structures des économies africaines aujourd'hui sont des structures qui restent marquées par cette période de la colonisation. Qu'est-ce qu'a été l'économie africaine au moment de la colonisation? Ça a été l'imposition d'une structure de l'économie qui est basée sur les besoins des pays colonisateurs et non pas sur les besoins des peuples des pays colonisés. Et donc, toute l'économie a été extravertie, c'est-à-dire a été orientée vers l'extérieur. Les choix des secteurs et des productions qui ont été faits sont des choix qui ne correspondent pas aux besoins locaux, mais qui correspondent aux besoins des pays colonisateurs. Cela s'est traduit par des spécialisations dans un ou deux secteurs dont avaient besoin les pays colonisateurs. Et donc, on a des économies qui sont entièrement dépendantes des rentrées de devises qui peuvent venir de ce secteur ou de ces secteurs. L'exemple caricatural que je donne souvent est l'exemple de l'Algérie, puisqu'en Algérie, le colonisateur a choisi de spécialiser l'économie dans la production du vin, dans un pays qui était quasi totalement musulman. Et là, ça illustre bien cette dimension d'extraversion. Au moment des indépendances, par l'intermédiaire d'ingérences militaires, de coups d'État, d'assassinats, de pression économique, on a maintenu cette spécialisation des pays africains vers le marché mondial et non pas vers leur propre marché. Le résultat, eh bien, c'est que les rentrées de devises des États africains sont entièrement dépendantes des prix sur le marché mondial et que les grandes puissances impérialistes ont les moyens de peser pour faire baisser ces prix, et ce qui va provoquer régulièrement en Afrique, dans les différents pays, ça va provoquer des phénomènes de crise profonde puisqu'il y a baisse brutale des rentrées en devises. Par exemple, on a eu en Côte d'Ivoire une crise du cacao au moment où les prix du cacao s'effondrent sur le marché mondial. On a eu une catastrophe en Algérie et dans les autres pays pétroliers avec la baisse du prix du pétrole, etc. Donc, on a une dépendance énorme vis-à-vis du marché mondial. Et cette dépendance va être utilisée par les pays occidentaux pour imposer, au tournant de la décennie 70 et 80, imposer les fameux plans d'ajustement structurel, qui vont être des plans qui vont encore renforcer la dépendance. Qu'est-ce que c'est que ces plans? Eh bien, pour réagir à la baisse des prix des matières premières, les États africains se sont endettés. Et pour qu'on leur octroie ces aides, eh bien, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui sont des outils au service des pays occidentaux, ont imposé un certain nombre de mesures. Ces mesures, eh bien, vont expliquer les vulnérabilités actuelles de l'Afrique, y compris face à la pandémie. Ces mesures, c'est quoi? C'est la privatisation. La privatisation de l'économie. Mais de quoi dans l'économie? Eh bien, des services publics. Et dans les services publics, privatisation du secteur de la santé, du secteur de l'éducation, mais également du secteur de l'eau, du secteur des voiries, etc. Et donc, on a des pays qui ont laissé se dégrader l'ensemble de leurs services publics. Or, on sait très bien que pour réagir à la pandémie, dans le cas où elle se développait en Afrique plus profondément, eh bien, on aura besoin de ces services publics. Seconde dimension,
seconde conditionnalité des plans d'ajustement structurel, eh bien, ça va être la fin du soutien aux produits de première nécessité. Et on va voir arriver en Afrique, à partir de la décennie 80, une paupérisation comme on l'avait jamais connue. Autrement dit, la paupérisation va amener une grande partie de la population à dépendre de l'économie informelle, c'est-à-dire à dépendre du travail quotidien, tous les jours, d'aller vendre sur le marché, de ces petits travaux informels. Et donc, là aussi, si par malheur la pandémie se développait en Afrique, eh bien, la question du confinement deviendrait particulièrement difficile. Confiner lorsqu'on a un revenu qui dépend du travail de tous les jours, qui dépend de la rentrée de la petite somme des activités informelles, eh bien, ça met en concurrence la question de la faim et la question de la sécurité sanitaire. Et donc, pour un certain nombre d'Africains, se confiner revient à perdre ses revenus. Et donc, nous n'en sommes pas là, et heureusement, mais si par malheur la pandémie se développait, on aurait une difficulté à mettre en place ces mesures sanitaires. L'ensemble des accords de libre-échange qui vont suivre ensuite, à partir de la décennie 90, le GATT, les règlements de l'Organisation mondiale du commerce, les accords de partenariat européens vont tous accélérer cette dépendance. Et donc, on a une économie qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui en économie l'extractivisme. L'extractivisme, c'est-à-dire un modèle de développement basé sur l'exploitation à outrance d'une ou de quelques ressources, indépendamment des conséquences humaines, écologiques ou pour les générations futures. C'est pour ça que je préfère personnellement ne pas parler d'extractivisme, mais d'extractivisme de dépendance, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à l'extraction, il s'agit d'un problème lié à l'extraction tournée vers le marché mondial. Si nous avions une extraction qui correspondait aux besoins locaux, qui était régulée, qui prenne encore en compte les conséquences écologiques, qui prenne en compte les conséquences pour les futures générations, eh bien, ça irait dans le bon sens. Le corona va également avoir, ça a été dit par l'intervenant tout à l'heure de la République démocratique du Congo, la difficulté pour l'Afrique, elle va d'abord être économique. Nous allons avoir une période qui va être une période extrêmement difficile pour les économies africaines. La récession économique mondiale, qui est inévitable, va produire une baisse inévitable, une contraction des marchés et donc une baisse de la demande d'un certain nombre de produits et de matières premières. Et cette contraction, cette baisse de la demande va entraîner immédiatement une baisse des revenus, des rentrées de devises pour les États et donc va renforcer encore la dépendance. Ces facteurs-là sont encore renforcés par le fait que les États africains sont fragilisés sur le plan économique et politique, et surtout politique, par les stratégies néocoloniales. L'économie extravertie que je viens de décrire rapidement affaiblit en elle-même les pouvoirs des États. Elle les met en dépendance vis-à-vis du court terme. Autrement dit, chaque État est en train de regarder où en est le prix de ma matière première ou de mes matières premières dans le court terme, alors qu'une stratégie de développement nécessite une planification dans le long terme, une projection dans le long terme. Les États africains n'ont pas les moyens, dans cette prison du court terme, d'envisager des plans de développement qui soient cohérents, qui soient scientifiques et qui permettent la mise en valeur des économies africaines pour qu'elles correspondent aux besoins des peuples africains. Et donc, on a une crise dans le modèle, un besoin de développement qui nécessite le long terme et un mécanisme de dépendance qui oblige au court terme. Secondo, l'économie extravertie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en Afrique, est une économie qui produit une division du territoire, une division, une scission, une dualité dans chacun des pays africains, entre d'une part des zones utiles, là où il y a la matière première de spécialisation ou les matières premières de spécialisation, et des zones considérées comme inutiles et qui sont parfois complètement abandonnées. C'est-à-dire que les États africains sont également minés par ce que les médias occidentaux appellent le régionalisme, l'ethnisme, le tribalisme, mais qui sont en réalité des résultats de l'incapacité des États, du fait du système de dépendance, à enclencher une construction nationale, à permettre la présence de l'État dans l'ensemble du territoire, à permettre la construction des routes, la construction des écoles, la construction de ce qui fait nation, de ce qui fait un État. De surcroît, l'impérialisme, pour maintenir sa dépendance, ne va pas se contenter d'asphyxier les États. Il va en outre instrumentaliser ces différences régionales, ces différences ethniques, etc., pour
maintenir sa présence. On l'a bien vu au Mali, où la question Touareg a été instrumentalisée et manipulée par l'impérialisme français pour pouvoir justifier sa présence militaire. Et donc, on a aussi des États qui sont dans des situations dans lesquelles, politiquement, eh bien, ils sont en difficulté de construire leur nation. L'économie extravertie a donc également eu comme conséquence, je le disais tout à l'heure, de détruire les systèmes de santé. Un des indicateurs, c'est de regarder la fuite des cerveaux. Les États africains ont investi dans la décennie 60, y compris les États qui n'étaient pas forcément des États progressistes et révolutionnaires, ont investi dans les systèmes de santé et d'éducation. Pourquoi? Parce que les peuples africains qui s'étaient mobilisés pour les indépendances étaient dans une telle attente de l'école, dans une telle attente de la terre, dans une telle attente de progrès social par rapport à la colonisation, que n'importe quel État était contraint d'investir. Et donc, on a connu un progrès réel, objectif, quantifiable dans tous les pays d'Afrique, dans la décennie 60 jusqu'au milieu de la décennie 70. Et après, avec les plans d'ajustement structurel du FMI, on a vu ces systèmes de santé, ces systèmes éducatifs être bradés, être privatisés, être mis en démantèlement. Et donc, on a aujourd'hui, si la pandémie par malheur se développait, on a aujourd'hui des systèmes de santé qui auront des difficultés à faire face. Parce que, bien entendu, il n'y a pas l'industrie nécessaire pour produire les médicaments, il n'y a pas l'industrie nécessaire pour produire le matériel médical, il n'y a pas l'industrie nécessaire pour pouvoir réanimer, etc. Bref, on est dans des dimensions dans lesquelles les infrastructures et le personnel n'est pas à la hauteur de ce que mériterait une pandémie qui se développerait en Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation d'équilibre dans laquelle la culture et la tradition communautaire a permis de juguler la pandémie, mais les facteurs de vulnérabilité doivent nous amener à être extrêmement vigilants. Et donc, la question qui nous est posée aujourd'hui est bien celle des leçons qu'on va pouvoir tirer de cela, de la réaction. Les populations aujourd'hui ont permis de juguler la pandémie, mais la vulnérabilité est telle que ça peut provoquer une catastrophe si, par malheur, eh bien, en particulier dans les villes, eh bien, elle se répandait. Merci beaucoup Saïd, et je trouve ça vraiment très important ce que tu viens d'avancer comme point, comme dernier point, et je vais revenir sur les autres après, qui est la question de la capacité des communautés à essayer de juguler cette question-là et à pouvoir compter sur les solidarités de proximité. C'est un peu ce qu'avançait aussi Billy, c'est que face à des situations de crise que le continent connaît malheureusement depuis de nombreuses décennies, il y a des mécanismes de solidarité, des stratégies de lutte dans les cadres des pandémies qui sont parfois plus efficaces que ce qu'on a eu en Europe, parce que l'Europe avait un peu l'illusion de penser que les systèmes en place pourraient s'en sortir tout seuls. Mais je vais revenir sur un point que tu développais tout à l'heure, qui est la question de l'impérialisme et des stratégies de l'impérialisme. Toi qui vis en France et qui suis l'actualité de l'impérialisme français, à propos duquel tu as écrit un bouquin récemment, Planter du blanc, chronique du colonialisme français. Donc, il y a eu au mois de mars une note confidentielle qui a fuité dans la presse, qui venait du ministère des Affaires étrangères, qui était une espèce de note prospective où des experts du ministère prédisaient ce que serait la crise du coronavirus en Afrique dans les semaines, dans les années qui viennent. Et dans ce cadre-là, comment est-ce que la France va continuer à pouvoir défendre ses intérêts sur le continent. Donc, quelle analyse tu fais de cette note-là et qu'est-ce que ça peut prédire des stratégies de la France et de l'Union européenne dans le cadre de la crise qu'on est en train de connaître? D'abord, je voudrais dire à tous les auditeurs, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient des militants européens anti-impérialistes, de vraiment aller lire cette note qu'on peut trouver sur Internet, parce qu'elle indique les stratégies de l'impérialisme aujourd'hui. Que dit cette note? Elle est une note qui est une note de prospective, c'est-à-dire qui analyse les effets possibles du corona sur les équilibres politiques africains et qui annonce que si la pandémie se développe, on va avoir toute une série de bouleversements politiques. Autrement dit, que la situation est explosive et qu'un certain nombre de peuples vont entrer en mouvement pour se débarrasser de leur gouvernement si par malheur la pandémie se développait. Et qui donc anticipe cette dimension-là pour dire qu'il faut préparer la transition. Autrement dit, l'impérialisme français ne laisse pas les peuples africains décider eux-mêmes de comment ils vont gérer les responsabilités de la pandémie et qui est responsable et que mettre à la place. On anticipe ce qu'il faudrait faire, bien entendu,
du point de vue de l'impérialisme européen. Et que dit cette note? Eh bien, elle dit qu'il faut préparer les transitions en indiquant les acteurs sur lesquels s'appuyer. Et elle souligne en particulier 3 acteurs qui nous indiquent des stratégies, à la fois d'ingérence et à la fois des stratégies plus douces. Elles indiquent que le futur appartient d'une part, c'est dit tel quel dans la note, aux start-upers africains. Autrement dit, l'idée, c'est de s'appuyer sur des entrepreneurs jeunes, dynamiques, etc., pour qu'ils servent de relais en remplacement des États qui entreraient en crise. Elle nous dit secondo les artistes, autrement dit, on va tenter d'instrumentaliser un certain nombre d'artistes pour justifier les remplacements de gouvernements et choisir des gouvernements qui ne remettent pas en cause les intérêts de l'impérialisme. Et troisièmement, la diaspora. C'est pour cela que je lance un appel particulier pour la diaspora. Autrement dit, lancer un appel pour que la diaspora serve à maintenir la dépendance, soit des relais vis-à-vis de la dépendance en Afrique. Et donc, on voit bien que l'impérialisme ne laisse pas les choses se faire. Il anticipe les possibilités pour lui de maintenir sa mainmise sur les gouvernements africains, alors que ceux-ci vont être amenés à se transformer d'après cette note. Donc, on a une vraie stratégie de construite qui ira dans le soutien à certaines initiatives, dans la mise en avant de certains leaders, dans la promotion de certaines personnes pour qu'ils puissent servir de relais à la domination. Merci beaucoup, Saïd. Je trouve très important effectivement que tu puisses développer un peu plus là-dessus et nous allons certainement y revenir dans la dernière partie sur les alternatives à la crise et les perspectives de long terme du coup, mais du point de vue du continent. Mais évidemment, on doit toujours garder en tête les intérêts de l'impérialisme qui restent quand même un ennemi principal auquel le continent fait face depuis longtemps. Tu nous disais tout à l'heure que il y a des questions fondamentales qui se posent via cette crise, qui posent la question de la dépendance à court terme de ces logiques de dépendance qui ont été mises en place depuis la colonisation, qui sont ceux de la spécialisation pour fournir des matières premières aux anciennes métropoles qui restent encore, qui sont les pays impérialistes aujourd'hui, qui est la question de la planification de long terme et toute la question d'un extractivisme qui cause de la dépendance. Donc, on va revenir un peu plus là-dessus, du coup, mais dans le versant des alternatives et des solutions qui se dessinent depuis le continent. Je vais essayer de retrouver mon texte. Voilà, donc, on a fait jusqu'à maintenant on a essayé de dresser le portrait un peu de la situation qu'il y a sur le continent actuellement, avec Billy qui nous a expliqué ce qui se passe sur le continent africain, sur la crise que tout le monde ressent qui va arriver, mais qui a lieu de manière moins forte qu'ailleurs dans le monde et qui se présente aussi avec un continent qui a des capacités de résilience malgré ses grandes faiblesses fortes en capacité de soins de santé qui sont issues de ce que Saïd a expliqué, des politiques d'ajustement structurel qui s'attaquaient aux biens de première nécessité, qui s'attaquaient aussi aux quelques services publics qui ont été mis en place depuis la fin de la colonisation et de tout le reste dont on vient de discuter maintenant. Et donc, il y a aussi toute la question de la dette dont tu as parlé, Robin, qui proposait du coup comme solution une annulation nette et simple, inconditionnelle de la dette et aussi un questionnement des politiques de l'aide au développement. Et donc, j'ai vu aussi que dans le chat, il y a eu quelques questions sur la question de l'état de nécessité d'un point de vue du droit international. Donc, Robin expliquait que c'est une mesure d'urgence qui n'empêche pas des mesures de long terme telles que la répudiation des dettes illégitimes, que la dette est une porte d'entrée pour imposer des mesures néolibérales antisociales. Son annulation ne suffit pas en tant que telle et doit être associée à d'autres mesures telles que le refus des accords de libre-échange. Ce qui fait du coup le pont avec ce que disait Saïd. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe à l'avant-dernière partie. La dernière partie sera du coup celle de ceux qui nous suivent, qui pourront poser des questions. Donc, la partie qu'on va aborder maintenant, c'est celle de quelle réponse on donne à la crise maintenant et quelle alternative de long terme. Donc, je vais repasser la parole à Billy, qui va du coup nous dire depuis Goma à l'est du Congo et depuis l'Afrique de manière plus générale, quelles mesures d'urgence il voit qui devraient être prises dans les prochains mois et quelles sont les solutions locales qui sont en train d'être construites et qui sont ceux sur lesquels le continent peut compter en priorité avant d'envisager la solidarité internationale. Donc, je vais te passer la parole, Billy. Allô? Ok. Merci, Monsieur Christian.
euh, le voie de sortie de cette crise sanitaire et économique. Je vais vous donner un exemple en RDC. Au début de la crise sanitaire, il y a eu des tractations, mais quand la crise était devenue plus forte, il y a eu des décisions qui sont tombées. Par exemple, on dit nous allons confiner la ville de Kinshasa parce que il faut que je dise aux auditeurs que en RDC, c'est vrai, elle est là, la pandémie, mais elle n'est pas à toutes les provinces. La ville de Kinshasa est concentrée à plus de 98%. Et dans des provinces, il y a des cas isolés qui se retrouvent par-ci, par-là. À Kinshasa, la décision était d'abord de confiner toute la ville-province de Kinshasa. Mais il y avait des difficultés. La première difficulté était comment cette population va être nourrie. C'est une question. Pourquoi? Parce que justement, l'État ne produit presque rien. Comment l'État va nourrir cette population? Et donc là, je viens à une première voie de sortie de crise parce que c'est une situation qui n'est pas seulement en RDC, mais qui se trouve dans plusieurs pays. Et je pense que l'État doit soutenir l'économie locale. Et c'est d'ailleurs une occasion quand les investisseurs étrangers se retranchent, quand il y a plus des investissements décents. Les investissements décents, ce sont les investissements qui sont obscurs, où on ne connaît pas, pour lesquels on ne connaît pas les aboutissants. Il y en a nombreux, surtout dans les pays en voie de développement. Et donc, il faut que l'État arrive à soutenir cette économie locale afin que la production locale puisse profiter d'abord à la population. C'est une première sortie de crise. Parce que si l'État ne fait pas cela, alors il y aura un premier problème. La population ne va pas respecter les mesures, hein, ne va pas respecter les décisions que l'État va prendre. Par exemple, quand vous dites confinez-vous, vous dites nous allons manger quoi? Alors moi, je préfère aller dans la rue chercher à manger que de me confiner dans ma maison parce que j'ai plus de 4-5 enfants dans ma maison. Ça, c'est la première voie de sortie de crise. La deuxième, je pense qu'il faut finalement que, même d'abord sur le plan national, qu'il y ait une solidarité nationale. Malheureusement, les États africains, avec toutes les institutions nationales qui viennent en appui pour la riposte contre le Covid-19, je pense qu'il y a aussi une mauvaise foi dans ces institutions-là, où on ne permet pas que la solidarité nationale puisse pallier directement à certains problèmes concernant le Covid-19. Voilà, je me dis, la ville-province de Kinshasa, elle est confinée, il y a des communes qui sont confinées, il y a la population qui est vraiment à surveillance continue, et il a fallu que l'État prenne des décisions, par exemple, toutes les autres provinces soient solidaires avec la province de Kinshasa, la province de Kinshasa. Et là, vous allez voir une solidarité entre la population d'un même pays. Et je veux plus loin, il faut qu'on développe une solidarité africaine. Et là, je suis en train quand même de remercier quelques initiatives, quelques solidarités qui sont déjà, qui commencent à produire des fruits. Je vois le Madagascar, même si l'OMS est ses partenaires, comme je dis, il y a encore ces médicaments inventés par les chercheurs de Madagascar, le Covid organique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais je vois ces présidents-là qui pensent que justement, nous devons venir en appui, nous devons venir en aide à nos amis africains. Et ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que justement, il faut que le monde enlève cette idée-là de penser qu'il n'y a que les institutions internationales qui sont à mesure d'apporter de l'aide à ces pays-là, qu'ils appellent les pays en voie de développement, que nous appelons les pays en voie de développement. Nous sommes des pays parce que nous vivons et nous sommes là. Et nous ne voulons pas que ces institutions, parce que nous ne pouvons pas trouver de solutions. Et cette solidarité, je suis d'accord. Moi, ce président-là qui a envoyé des dons au Congo-Brazzaville, des dons de Covid organique aussi à Kinshasa et au Sénégal et j'en passe, c'est une manière de solidariser avec le peuple africain. Et il ne faut pas que cette solidarité reste seulement dans les institutions, il faut qu'on développe ça même dans la population. Et la troisième solidarité, il faut qu'on arrive à développer une coopération régionale. C'est une forme de solidarité, mais une vraie coopération régionale qui entre les pays
qui sont ensemble, qui essaient de voir qu'est-ce qui manque chez toi, que je peux trouver chez l'autre. Comme ça, on s'échange des choses, on s'échange des idées. Et dans notre sous-région, on essaie de voir comment ça va évoluer. Et ça peut aller même jusqu'à la solidarité continentale, etc. Mais ce qui est aussi très nécessaire, parce que nous sommes tous les habitants de même village planétaire, c'est comme ça qu'on appelle cela. Il faut enfin qu'on arrive à développer cette solidarité entre les peuples. J'appelle ça solidarité et non intervention. Pourquoi solidarité? Parce qu'il faut qu'on se dise, par exemple, chez moi ici, je vous ai expliqué comment est-ce que nous sommes en train de faire de sensibilisation. Mais vous arrivez un moment chez les gens qui n'ont même pas de moyens de s'acheter un cache-nez, par exemple. C'est-à-dire déjà, cette personne-là est vouée à être contaminée. Tu vois? Alors, s'il y a quelqu'un qui vit, par exemple, dans un autre pays, qui peut en trouver 2 cache-nez, il peut dire, bon, voilà, je vais rester avec un cache-nez et j'envoie un autre à mon ami, à mon frère de même planète qui en a besoin. Parce que cette pandémie n'est pas une pandémie de l'Europe ni des États-Unis, c'est une pandémie de nous tous. Et si nous allons mettre ça dehors, c'est quand nous allons être ensemble, nous les peuples, et quand nous allons chercher des solutions ensemble. Et le troisième élément de sortie de crise sanitaire et économique, je pense que finalement, il faut qu'on essaie de refuser les ingérences. Qu'on essaie de refuser les ingérences et par la même occasion, renforcer la participation de la population à la vie politique et la gestion de la société. Pourquoi refuser les ingérences? Parce que justement, on a vu ça. Je vais vous donner quelques exemples dans mon pays ici. Quand la pandémie a commencé à prendre l'ampleur, nous avons vu un cas concret de notre Institut national de recherche biologique, INRB, où il y a eu de prélèvements qui ont été confondus. Les observateurs se sont posés des questions, savoir comment on peut confondre les prélèvements. Tout cela, on savait déjà, parce que sur la tête, on voit, là je vais vous ramener même je vais vous ramener plus avant dans la gestion de la maladie à virus Ebola, où le président de la République, qui avait donné confiance à ces institutions internationales, je vais nommer l'OMS notamment, la maladie ne finissait pas, elle continuait à s'aggraver et à grandir. Michel, elle a quitté Beni, elle est partie à Butembo, elle a commencé à prendre d'autres zones. Mais finalement, avec nos plaidoyers, nous la population, la société civile, plusieurs organisations, on a fait des forums ça et là. Je me rappelle du dernier forum avant que Mouyembe le prenne, le parte à Butembo, à Beni pour aller prendre ses stratégies. Nous avons donné nos décisions pour dire il faut mettre la population à la source même, à la source de la solution à cette pandémie, à cette maladie, à virus Ebola. Heureusement, le président a pris ses décisions. Il a mis un fils du pays, un médecin, Dr Mouyembe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ici on l'appelle Monsieur Ebola parce que c'est lui qui a soigné autant d'épisodes d'Ebola, mais que l'OMS a jugé pas important dans la gestion de cette épidémie. Ça, c'est de l'ingérence. Hein? Ça, c'est de l'ingérence. Et il faut que les États essaient de refuser ces ingérences. C'est parmi les voies de sortie de cette crise sanitaire. Parce que si vous continuez à suivre de ces ingérences-là, il faut vous mettre en tête que toute injonction qui vient de l'extérieur, toute intervention qui vient de l'extérieur a toujours un objectif caché. Et parmi ces objectifs cachés, c'est que je viens avec mes résultats que j'attends de vous. Alors que les résultats ne doivent pas venir de vous, mais doivent venir de ce milieu-là, du contexte même. Et donc, pour moi, je pense que si les 3 conditions-là, donc soutenir l'économie nationale, augmenter les solidarités à tous les niveaux et refuser les ingérences, laisser que les États se gèrent avec ces solidarités, avec ces coopérations et avec ce soutien à des petites économies, vous allez voir que l'Afrique va vaincre, nous allons vaincre cette épidémie-là. Et s'il y a d'autres États qui veulent suivre cet exemple-là, venez, nous allons tous vaincre cette épidémie même au niveau mondial. Parce que cet orgueil de se connaître plus fort a fait que l'Europe soit décimée à ces niveaux. Cet orgueil de penser qu'on est le plus fort de tous a fait que les États-Unis soient décimés à ces niveaux-là. Donc, il faut revenir. Revenez, nous allons
discutez. Vous allez voir comment la chose va évoluer et la crise va finir. Voilà un peu, M. Christian, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je pense que mes amis ont aussi des choses à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Billy. Donc, tu nous rappelais donc effectivement la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des solidarités locales déjà, de s'appuyer sur les forces et l'expérience des différentes régions du Congo, de tout le pays, de tout le continent, en fait, de pouvoir aussi être solidaire, de profiter des bonnes expériences qui ont lieu un peu partout. Tu citais tout à l'heure l'exemple de Madagascar avec le Covid organique. Je sais qu'il y a débat d'un point de vue médical pour savoir si c'est totalement efficace, mais en tous les cas, c'est du coup un traitement qui est à base d'artémisia, qui est censé soigner au départ la malaria et qui est produit et diffusé massivement à Madagascar actuellement. En tout cas, il semble établi qu'au minimum, ça atténue les symptômes du coronavirus, mais jusque-là, il n'y a encore rien qui établit que ça soigne. Mais dans tous les cas, il y a des initiatives donc, qui ont lieu. Il y a l'Institut Pasteur de Dakar, par exemple, qui a découvert un test sérologique contre le coronavirus qui coûte moins d'1 €, qui est du coup accessible aux populations locales et qui, j'espère, pourra peut-être aussi s'exporter dans tout le reste du continent. Donc voilà, pour le reste de la discussion, donc, je propose que Robin et Saïd, vous puissiez nous développer un peu plus sur, dans ce même cadre des perspectives de la crise. Pour Saïd, donc, tu parlais tout à l'heure de l'impérialisme français sur le continent, et c'est ce qu'aussi disait Billy en disant que c'est un point fondamental de lutter contre les ingérences étrangères dans les affaires internes du continent. Et du coup, de ta perspective, Saïd, comment tu vois le jeu de cartes, le jeu d'échecs d'un point de vue géopolitique qui est en train d'avoir lieu dans le cadre de ce coronavirus, depuis le point de vue évidemment de l'impérialisme européen et de ce que nous on peut faire depuis ici, quoi. Voilà, je te cède la parole. La journaliste canadienne Naomi Klein a apporté une contribution il y a quelques années à la compréhension de ce qu'elle appelle la gestion des catastrophes. L'impérialisme utilise toujours les catastrophes pour accélérer sa prédation. Donc, ils utilisent toujours les situations de faiblesse, les situations de peur pour accélérer les mainmises. Et donc, il faut s'attendre à l'issue de la crise du corona à des stratégies d'ingérence encore plus fortes que par le passé. Et donc, du coup, ça pose la question de comment réagir par rapport à ça. Et la réaction par rapport à ça, eh bien, elle s'inscrit en fonction de la temporalité. Il y a des réactions de court terme, des réactions de moyen terme et des réactions de long terme. Sur le court terme, je rejoins beaucoup l'intervenant précédent. Nous avons besoin de nous appuyer sur ces initiatives spontanées communautaires qui se sont développées sur tout le continent et qui ont permis de, pour l'instant, réguler la pandémie. Parce que ces mobilisations collectives, ces structures communautaires n'auront pas simplement un effet sur la pandémie, elles ont un effet également en termes de structuration politique. Autrement dit, elles donnent une nouvelle place au collectif, à la population, au peuple qui était mis de côté jusqu'à présent dans les stratégies de décision concernant l'Afrique. Secondo, la dynamique panafricaine. Face aux stratégies de l'impérialisme qui vont prendre une nouvelle jeunesse à l'issue de la pandémie, eh bien, il y a besoin d'une solidarité panafricaine. Donc, dans le court terme, la gestion de la pandémie va également être un indicateur de notre capacité à être solidaires, que les pays les moins touchés puissent aider les pays les plus touchés, que les découvertes à un endroit puissent circuler à d'autres endroits et que les capacités productives de tel médicament ou de tel matériel puissent bénéficier à l'ensemble du continent. Et puis, troisièmement, je pense que c'est important que l'Afrique, que l'ensemble des pays africains utilisent les contradictions internationales pour s'en sortir le mieux possible, sinon elle sera la grande sacrifiée. Donc je pense que des accords avec la Chine particuliers sur la question du matériel peuvent être dans le court terme mobilisés, tout en restant vigilants, bien entendu, sur la souveraineté et l'indépendance des États africains. Sur le moyen terme, la question qui est posée va être la question économique. Et donc sur le moyen terme, je pense qu'il faut faire monter les revendications vis-à-vis des États africains, leur revendiquant qu'ils annoncent, indépendamment des décisions des pays impérialistes, qu'ils annoncent qu'ils ne payeront pas la dette pour l'année
2020 pour l'année 2021. C'est comme première initiative. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne viendra pas des États. Ça ne peut venir que d'un mouvement populaire. Et donc, je pense que c'est important de commencer à lancer ce débat-là. Secondo, sur le moyen terme, il faut faire monter les revendications en termes de réapparition de l'État. Le néolibéralisme fonctionne, s'est construit sur l'idée que les nations n'ont pas besoin d'État, que le rôle de l'État doit être limité au minimum, qu'il n'a pas à gérer les services publics. Eh bien, l'Afrique est sans doute le continent qui montre la catastrophe à laquelle ça mène, et donc il faut exiger des renationalisations parce qu'il n'y aura pas de souveraineté nationale et d'indépendance nationale s'il n'y a pas un État capable d'avoir des services publics, de construire la nation, etc. Et puis sur le long terme, cette fois-ci, ça repose la question, mais c'était en train de naître déjà depuis plusieurs années en Afrique, ça pose la question de ce que beaucoup de mouvements militants en Afrique ont appelé la seconde indépendance. Autrement dit, ça pose la question de la capacité à un développement intraverti, un développement autocentré, et donc d'une dynamique panafricaine dans lesquelles les économies africaines soient complémentaires les unes vis-à-vis des autres. Sans cette dimension panafricaine, nous resterons dépendants de l'impérialisme. Et donc, on est dans une situation particulière dans laquelle il va y avoir retour des stratégies impérialistes avec des ingérences encore plus fortes à l'issue de la crise de la pandémie. Et il y a en même temps un état de conscience politique que la pandémie a encore développé vis-à-vis de ce qu'est l'impérialisme, de ce qu'est la dépendance, de ce qu'est justement la non-politique d'un certain nombre d'États africains. Et donc la course de vitesse entre l'intervention impérialiste et les prises de conscience politiques sont là. Cette contradiction-là, il faut la renforcer en soutenant tout ce qui va venir développer l'idée d'un développement autonome, autocentré, indépendant. Merci beaucoup Saïd. Et tu as devancé en fait une question que j'allais poser qui venait de quelqu'un ici dans la discussion qui posait la question du fait qu'on ne parlait pas de la Chine, de la place de la Chine. Donc tu l'as abordé clairement en disant qu'il faut que l'Afrique profite de l'état des rapports de force au niveau mondial où s'affaiblissent les pôles impérialistes traditionnels et émergent de nouvelles puissances qui peuvent aider à l'Afrique de pouvoir mieux négocier sa position, notamment dans les échanges commerciaux et dans les transferts de technologies notamment et sur plein d'autres aspects. À condition, si je peux compléter, oui, bien sûr. Cette dynamique de rapport avec la Chine n'a de sens, n'est positive que sur la base d'une souveraineté nationale, c'est-à-dire d'États ayant leur propre plan de développement. Ce n'est pas remplacer un intervenant extérieur par un autre, donc ça suppose une réappropriation par les États d'une dynamique d'indépendance. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, c'est fondamental effectivement de souligner ça, que c'est pas comme certains peuvent le dire ici depuis l'Europe en disant que la Chine est en train de remplacer l'Europe comme pays colonisateur, alors que dans les dynamiques réelles, ce n'est pas du tout le cas, mais effectivement, c'est fondamental que ça parte sur une base de souveraineté nationale. Donc, je vais proposer à ceux qui sont en train de nous suivre de commencer à mettre leurs questions dans la conversation générale. Je vais passer la parole à Robin, et comme ça, une fois qu'il finit, donc Robin, je vais te donner 5 minutes, et une fois que tu as fini, je vais du coup reprendre des questions des gens. Donc, n'hésitez pas, allez-y avec les questions. Donc, Robin, la question que je voulais te demander, c'est, ça a été un peu abordé via différentes interventions, mais qu'est-ce que tu vois comme perspective, toi, de solidarité internationale depuis ici, qui ne soit pas donneuse de leçons, ni qui ne soit pas non plus une solidarité catastrophiste, mais de voir comment est-ce que du point de vue des mouvements sociaux en Europe, on peut être solidaire des peuples africains qui font face à la même crise que nous. Oui, ben, il y a plusieurs choses. Il y avait une question tout à l'heure auquel j'ai répondu un peu par écrit, donc par rapport à l'état de nécessité, la suspension de la dette, bien sûr, les revendications portées par le CETM, donc avec des mouvements sociaux venant du CETM, enfin, par exemple CETM Afrique, il y a une dizaine de groupes qui luttent contre les dettes illégitimes au sein du réseau CETM Afrique. C'est l'annulation donc inconditionnelle et donc qui ne consiste pas juste en une annulation sur le court terme, sur l'année 2020. Mais je tiens quand même aussi à préciser que donc les mesures prises par le FMI et la Banque mondiale sur le remboursement des sommes, quand on parlait d'annulation, en fait, c'est annulation des paiements de 2020. Ça ne veut pas dire annulation des dettes
Et donc, au fait, c'est les paiements de 2020 au fait, qui seraient repoussés et qui seraient étalés sur 3 ans, au fait, de 2022 à 2024. Et donc, en plus qui s'ajoutent aux paiements qui sont déjà prévus à cette période. Donc ça, déjà, c'est important de le dire. Et après, bah, je vais aller un peu dans le même sens que ce que disait Saïd et ce que je disais déjà tout à l'heure, mais c'est important que les revendications d'annulation des dettes illégitimes partent des mouvements populaires. Donc déjà, ici au nord, les mouvements sociaux qui travaillent sur la justice nord-sud, les mouvements antiracistes, les mouvements pour la justice écologique aussi, parce que les politiques extractivistes dont parlait tout à l'heure Saïd, eh ben, elles partent beaucoup des politiques qui sont prises par le FMI et la Banque mondiale et des États créanciers. Et il faut les refuser, bien sûr. Donc l'écologie a quelque chose à voir aussi dans toute cette situation. Mais aussi pour donner un peu d'espoir, c'est parce qu'on parle beaucoup de constats très difficiles, mais au CETM, on a participé à un audit de la dette de l'Équateur en 2007-2008 qui a abouti à l'annulation de l'équivalent de 70%, 70% de la dette de l'Équateur. Et au fait, ça ne vient pas d'un homme providentiel qui, en l'occurrence, était là, Rafael Correa. Au fait, ça vient de mobilisation, de campagnes populaires qui étaient là depuis quasiment une dizaine d'années, depuis la fin des années 90, avec des crises financières, des crises de la dette qui étaient très fortes en Amérique latine, la population qui se mobilisait pour refuser cette dette, refuser ce diktat du FMI. Et donc, en 2008, il y a eu la création, bon, je passe quelques étapes, hein, mais Rafael Correa, qui était ministre de l'économie, je pense, de l'Équateur, était candidat aux élections présidentielles. Il a été président. Il a porté la revendication de l'audit pour créer ensuite un audit de la dette publique, mais aussi citoyen. Et donc, avec différents experts internationaux, dont Éric Toussaint, qui est un des fondateurs du CETM. Et après analyse des comptes, la revendication de l'annulation de ces dettes était portée. Et il y a eu ensuite, ce qui est très important à dire aussi, c'est qu'il ne faut pas une négociation, en fait. Quand on négocie avec des créanciers qui n'ont rien à faire des populations et juste imposer leur politique néolibérale, ben quand on négocie avec des restructurations de dettes, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, au fait, il y a eu une suspension unilatérale. Et quand ça se passe comme ça, au fait, ensuite, les créanciers reviennent pour négocier. Là, c'est les créanciers qui reviennent et qui peuvent récupérer une petite partie de ces créances illégitimes, au fait. Un dernier point très rapide aussi, c'est le CETM a participé à la conception d'une loi sur les fonds vautours. Les fonds vautours, c'est des fonds d'investissement qui attaquent les dettes des États, les dettes des États en difficulté de paiement, comme ça se passe actuellement. Donc, dans le sens, quand je dis ils attaquent, c'est ils rachètent une toute petite part de la dette, parce que quand en situation de crise de la dette, les titres de la dette se vendent à un prix beaucoup moins élevé. Par exemple, ils vont racheter un titre qui est à 100, ils vont le racheter à 30, ils vont réclamer à 100, plus des frais divers qui font qu'ils vont se faire des bénéfices qui vont aller de 200 à 3000%. Et c'est très important aussi dans le sens où, un exemple, Kensington, qui était une filiale de Elliott. Elliott, c'est un des plus gros fonds d'investissement mondiaux qui a attaqué la loi belge qui a été votée en 2015. Elliott a demandé que la loi belge soit retirée et le CETM avec le CNCD ont réussi à maintenir cette loi après une grande mobilisation populaire. Et bien, Kensington, par exemple, ils ont racheté des titres de la dette du Congo-Brazzaville pour 1 800 000 euros. Et ensuite, ils ont réclamé le paiement de 118 millions d'euros avec une menace de saisir des fonds destinés au Congo-Brazzaville, dont des dons de la coopération au développement belge qui étaient destinés au Congo-Brazzaville. Donc ça, c'est plus possible maintenant grâce à la loi belge qui a été votée en 2015. Et au fait, on demande au CETM et le CNCD et d'autres, on demande à ce que d'autres États européens fassent de même. Parce que malheureusement, il y a une loi qui a été votée aussi en France et en Angleterre, mais beaucoup plus légère que cette loi belge, qui fait qu'au fait, les fonds d'investissement, les fonds vautours, ne peuvent pas récupérer plus que la somme qu'ils ont mis initialement, parce que ces fonds
ne vivent que pour se faire de l'argent sur des pays en difficulté de paiement, en fait. Merci Robin. On va maintenant passer aux questions. Et en fait, je te propose du coup de continuer sur ce que tu disais parce qu'il y a une question qu'on voulait te demander. Donc, je pense que tu l'as un tout petit peu abordé, mais ce serait quand même intéressant d'y faire écho. Donc, il y a Thomas Sankara qui, en 1987, au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, qui faisait un discours qui est devenu un discours célèbre, dans lequel il dénonce la question de la dette en disant notamment que, en tant que pays africain, si on ne paye pas la dette, on ne mourra pas de faim, alors que si on la paye, attends, si on paye, si on ne paye pas la dette, nos créanciers ne mourront pas de faim, alors que nous, si on la paye, on mourra de faim. Donc, que la question de la dette, c'est pas une question morale, c'est une question, économique d'exploitation, une question de possibilité de le faire ou pas, quoi, une question de survie quelque part pour les pays africains. Donc, depuis ce discours-là, comment tu vois un peu ce qui a changé entre 87 et maintenant? Donc, comme évoqué tout à l'heure, oui, dans les grandes lignes, c'est que depuis la crise de 2007-2008 aussi, rien ne s'est amélioré au niveau de tous les facteurs de crise, au fait, n'ont fait que couver depuis 2007-2008, n'ont fait que couver et empirer. Et là aussi, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que quand il y a des crises de la dette, au fait, ça ne vient pas des pays du Sud, des pays qu'on appelle de la périphérie, mais plutôt des pays du centre. Il y a un livre d'Éric Toussaint sur système dette qui est très, très intéressant à lire, sur 200 ans de crise financière, de crise de la dette. On voit que les mécanismes se répètent à chaque fois. Et donc, alors qu'on est on entre dans une crise économique et financière qui est la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est important de prendre les devants. Et les mouvements sociaux, les mouvements citoyens dans les pays du Nord, ici en Belgique, en France, on peut agir directement pour une question de justice. En fait, ce n'est pas une question morale, d'assistance, etc. Mais arrêter enfin, demander que les gouvernements pas très populaires ici en Belgique et en France arrêtent avec leur politique odieuse vis-à-vis des pays du Sud. Il y a des moyens d'action et commence à évoluer depuis Sankara. On voit que malheureusement, pas très positivement, mais il y a quand même cet appel de ministre des Finances africains qui est à soutenir, hein. Il y a aussi la CNUSED qui a fait un appel dans un sens très positif. Il faut soutenir. On voit que la dette, quand on en parle, ça a l'air très, très abstrait, très technique. Ça l'est très technique, mais on voit que les effets sur les populations, comme tu l'as dit, comme ça il l'a dit, sont extrêmement importants. Merci beaucoup, Robin. Maintenant, j'ai une salve de questions pour Billy. Donc, il y a la première question qui vient d'Isabelle Minon qui demande quelles sont les conséquences sur les travailleurs congolais. Elle pense notamment à la multinationale belge SMT qui est détenue par Philippe Meurlos, qui a un hôtel à Lubumbashi et qui a licencié des travailleurs qui ont contesté tout ça dans le cadre du coronavirus. Billy, est-ce que tu veux que je pose une question à la fois? C'est peut-être plus simple pour toi. Et puis on revient à la question suivante. Je te cède la parole. Ok, je suis là. Elle veut savoir quelles sont les conséquences aux travailleurs qui ont été licenciés parce qu'ils ont revendiqué concernant le coronavirus. Oui, c'est ça. Bon, C'est à Lubumbashi, via une oui, multinationale qui s'appelle SMT, une multinationale belge appartenant à Philippe de Meurlos. c'est vrai. Alors, en fait, généralement, il y a un problème par rapport aux entreprises. Le problème, c'est que les chefs d'entreprise, les responsables d'entreprise veulent gagner des capitaux même pendant ce moment de coronavirus. Ça, c'est pas logique, c'est pas normal parce qu'il s'agit d'exposer les travailleurs. Et quand vous exposez les travailleurs, c'est peut-être que vous les considérez comme s'ils ne sont pas des humains. Et ça, les droits des travailleurs doivent être garantis. Alors, les conséquences sont... C'est parce que nous sommes dans un pays qui est... qui n'a pas un suivi minutieux de travailleurs dans des entreprises que ces gens-là ont été licenciés. Mais normalement, il a fallu, et d'ailleurs,
le syndicat des travailleurs. J'ai suivi une déclaration. Billy, les 10 dernières secondes, on n'a pas suivi. Si tu veux bien recommencer. Allô, allô, tu nous entends? Déclaration. Billy, tu nous entends? Je vais te céder la parole, mais si tu veux bien recommencer ce que tu as dit les 30 dernières secondes parce que c'était saccadé, on n'entendait rien. Bon, visiblement, on a perdu Billy. Je vais attendre qu'il se reconnecte. Je te recède la parole. Tu nous dis si c'est OK. Bon, je pensais qu'on était débarrassé de ces problèmes techniques, mais visiblement, ça nous poursuit un peu. Donc, il y avait encore quelques questions pour Billy, mais on pourra, dès qu'il se connecte... Ah, je vois... tu nous entends? Ok, Christian, je suis là. D'accord. En fait, c'est ce que je disais. J'ai suivi ce débat-là et nous, les organisations, nous allons appuyer cette démarche-là. Il ne faut pas, surtout, que les entreprises étrangères viennent essayer de nous imposer la manière de faire. Non, il faut quand même respecter les personnes. Ils sont des individus, ils sont des pères de famille. Ils doivent aussi être épargnés de tout cela. Et moi, je suis contre cela. Et d'ailleurs, nous appelons à ce militantisme international, toute cette solidarité entre le peuple pour que, même au niveau de Belgique, cette entreprise-là soit poursuivie. Essayer de revendiquer aussi, et si chez nous dans le pays, nous allons soutenir que ces gens-là doivent être, qu'ils répondent de ces actes. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, Billy. Donc, il y a encore deux autres questions pour toi. Il y a encore une autre question, une deuxième question d'Isabelle qui demande s'il ne faudrait pas informer la population en Belgique et probablement en Europe plus généralement sur tout ce qui est raconté sur le coronavirus en Afrique et qui est du coup, de son point de vue, et que je rejoins en partie, qui constitue beaucoup d'alarmisme où on a des scénarios de catastrophes sur ce qui se passerait en Afrique dans les semaines qui viennent. Tu penses que ce serait important de peut-être informer les gens ici sur ce qui se passe vraiment là-bas? Oui, oui, je pense que c'est aussi très important parce que le militantisme, c'est aussi cela. Je l'ai dit quand j'intervenais avant, que nous devons considérer que nous sommes sur la même planète et que tous les problèmes nous concernent tous. C'est-à-dire, il faut aussi que Désolé, on ne t'entend plus. Si tu veux bien reprendre ce que tu disais il y a 15 secondes. les États-Unis soient en train de... Alors, oui, oui. Oui, si tu peux juste reprendre ce que tu disais avant parce qu'on a perdu le fil. Allô, allô? Est-ce que tu es là? Bon, on a encore visiblement un petit problème technique. Je vais voir dans les autres questions. Je suis là. Ah oui, voilà. Je OK. suis là. Ben, je te Oui, recède la parole. j'ai terminé mon intervention. Je disais, il faut que tous les militants, tous ceux qui pensent que le peuple doit être indépendant, qu'ils soient n'importe où dans les continents, qu'ils se solidarisent avec d'autres afin de créer ces plateformes-là de partage d'informations pour essayer de parler de ce que l'Europe est en train de faire en Afrique, par exemple, et de ce que les États-Unis sont en train de mijoter en Afrique. Parce que j'ai compris justement qu'en Europe, les gens ne sont pas informés. C'est vrai, mon ami qui a posé cette question a raison. Ici, en Afrique, nous sommes informés de tout ce qui se passe en Europe.
Mais le contraire n'est pas vrai. Par exemple, dans des écoles chez nous, nous apprenons la civilisation européenne. Mais c'est différent. En Europe, on apprend la civilisation africaine. Donc, il sied de nous, les militants, nous, les gens qui pensent que les peuples doivent jouir de leurs droits, mettre ensemble et de commencer à partager ces informations-là. C'est une bonne idée pour mon ami qui a posé cette question-là. Et peut-être qu'avec Dal Congo, nous devons réfléchir sur ces plateformes-là et essayer de voir comment partager ces informations entre les continents, entre les militants des différents continents, afin de commencer à faire des plaidoyers internationaux sur des personnes qui veulent ruiner les peuples africains. Merci Billy. Je vais du coup poser 2 dernières questions et après on va clôturer parce qu'on a l'accès à webinaire jusqu'à 21h30, donc dans 15 minutes. Juste rapidement, je vais proposer du coup à Billy et à Saïd de répondre rapidement à ces questions et puis on clôture. Donc la question à... je vais peut-être passer à Saïd et puis après on finira avec Billy, comme ça tu respires un peu. Donc la question d'Isabelle qui demande qu'est-ce que tu penses, Saïd, du nouveau code minier au Congo? Donc, il y a un code minier qui a été, une réforme du code minier qui a été installée il y a quelques années. C'était sous la présidence de l'ancien président et qui voulait qu'il y ait plus de parts qui reviennent à l'État congolais en termes de fiscalité, mais aussi en termes de participation de l'argent public dans le secteur. Et donc, qu'est-ce que tu en penses face à l'impérialisme dominant et dans ce contexte spécifique du coronavirus et des impacts que ça va avoir? D'abord, pour évaluer ce code minier, il faut avoir en tête que une des grandes difficultés qu'a eu la République démocratique du Congo est une conséquence de cette décision d'élaborer un nouveau code minier. Les puissances impérialistes n'ont vraiment pas supporté cette décision souveraine de l'État congolais d'exiger tout simplement que les ressources liées à sa production minière reviennent d'abord à l'économie congolaise. Et donc, c'est le fait que ce code minier fasse justement une place plus importante à la souveraineté nationale, soit effectivement moins injuste que le laisser-faire qu'il y avait auparavant, qui a entraîné un certain nombre de pressions sur l'État congolais, de déstabilisation, d'instrumentalisation de groupes armés, etc. Donc, ce code minier est une bonne nouvelle. De manière plus générale, dans toute l'Afrique, indépendamment de l'opinion qu'on peut avoir sur tel ou tel gouvernement. À chaque fois qu'un gouvernement prend des mesures législatives dans lesquelles la part de la production, la part des ressources diminue vis-à-vis de l'impérialisme et augmente vis-à-vis de l'économie nationale, c'est à soutenir. Il ne s'agit pas de soutenir un gouvernement, mais de soutenir une mesure qui va objectivement dans le sens de la souveraineté nationale. La question des codes de production, que ce soit dans le pétrole, dans les mines, dans toutes les dimensions d'extraction, c'est généralement des codes léonins, des codes qui ne laissent quasiment rien aux États souverains et qui organisent l'extraction de la richesse vers les pays européens. Et donc, quand je parlais tout à l'heure du retour de l'État nécessaire en Afrique, c'est de ça dont je parlais. Je ne confonds pas État et pouvoir. Les pouvoirs, c'est un gouvernement à un moment donné. L'État, c'est l'infrastructure qui permet d'asseoir une souveraineté nationale. Un code minier, ça fait partie de l'État et ça fait partie du retour de l'État dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, Saïd. On va aller du coup avec la dernière question, qui est une question de Laurent Koumba, qui s'adresse à Billy. Comment s'organise l'État congolais? Donc, ça va dans la continuité de ce que vient de dire Saïd. On reste donc dans le secteur minier. Comment s'organise l'État congolais face à l'arrêt du secteur minier? Et comment est-ce que l'État congolais compte faire face à la baisse de ses réserves? Voilà, donc c'est à toi, Saïd. Et comment ça se passe aussi dans les provinces? L'impact de cette situation économique dans les provinces. Ok. Il est vrai que l'impact de cette situation économique est visible dans tous les pays. Présentement, dans la province du Nord Kivu, à la fermeture de frontières avec le Rwanda, tout ne marche plus aussi à Goma parce que c'est deux villes qui dépendent l'une de l'autre. Et directement, il y a eu hausse de taux d'échange, il y a eu hausse d'arrêt, des prix des denrées alimentaires, etc. Mais je pense que le gouvernement est en train de prendre des mesures adéquates par rapport à
à ces problèmes, à ces différents problèmes. Par exemple, je suis en train de voir, j'ai lu le ministre des hydrocarbures, qui a appelé tous les vendeurs de carburant, etc., pour baisser le prix parce qu'ils ont profité de cette pandémie pour baisser les prix parce qu'il n'y a plus de fourniture. Vous voyez, chez nous, en RDC, il y a presque un gisement de pétrole. Il n'y a qu'un seul gisement qui est partagé, qui est à Moine, mais on n'a pas un gisement qui est vraiment approprié pour le Congo seul. C'est un gisement qu'on partage avec les intérêts d'autres entreprises. Et donc, c'était difficile. Mais ce sont des mesures que l'État est en train de prendre. Il y a aussi, l'État a mis en place des structures comme la structure de solidarité, une structure qui amène tout le monde à se référer à ça. Et si tu as des dons à donner à la population, tu viens donner à la structure et cette structure-là qui essaie de voir quelle population de quelle province est en souffrance actuellement. Je pense que l'État est en train de faire ce qu'il peut faire. Mais le problème reste, nous avons un budget qui est vraiment en dessous même de 8 milliards, vous imaginez. Et donc, c'est déjà un sérieux problème. On n'arrivera pas vraiment à couvrir tout ce problème. Et donc, la population est obligée de ne pas être confinée malgré la maladie et d'aller chercher quoi manger. Et donc, ça, ce sont des problèmes qui ne sont pas, qui ne sont pas normalement dans ces pays qui est en pandémie comme notre pays, mais on est obligé d'y arriver parce que nous n'avons pas de production, nous n'avons pas de réserve. Et donc, nous devons seulement vulgariser des mesures de barrières contre le Covid-19, mais la population aussi doit comprendre que le corona est là, mais allons chercher à manger, mais ne nous faisons pas contaminer. Et donc, d'une part, le gouvernement, mais d'autre part aussi la population qui est en train de faire ce qu'il peut faire pour ne pas accentuer le taux de contamination. Merci Billy. Avec du coup ton intervention, on va clôturer cette très instructive soirée, même si un peu chaotique au début. Voilà, on apprend petit à petit avec ces outils informatiques et le contexte dans lequel on est. Mais voilà. Mais donc, merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et aussi à toutes les autres personnes qui vont nous suivre plus tard, parce que comme on disait au début, on n'a pas pu malheureusement diffuser en Facebook Live sur notre page Intal, mais ce sera diffusé un peu plus tard. Et donc, et dans un second temps, évidemment, merci infiniment à nos 3 intervenants. Donc, merci à Robin Delobel, qui est donc qui est coordinateur de la revue des Voix des Autres Mondes et qui est chargé de projet au CADTM, le comité d'annulation des dettes du tiers-monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je vois aussi plein de gens qui sont en train de remercier dans le chat. Et donc, je remercie aussi Saïd Bouamama, qui donc nous parlait depuis la France et qui est militant dans le Front uni des quartiers populaires, des immigrations et des quartiers populaires en France, et qui est sociologue et militant panafricaniste, qui a notamment écrit Manuel stratégique de l'Afrique et qui a sorti récemment, il y a à peine quelques mois, La gauche et la guerre, analyse d'une capitulation idéologique, qui a été écrit chez Investigation. Et merci aussi à Billy Mwangaza, qui du coup nous parlait depuis Goma, depuis la RDC, et qui est membre, qui est un des responsables d'Étoile du Sud, qui est du coup notre organisation partenaire au Congo, qui travaille dans le droit à la santé, et avec qui j'ai eu l'occasion, la chance de faire une interview que vous pouvez retrouver sur le site d'Intal, où on faisait le point sur la crise du coronavirus en RDC. Voilà, merci beaucoup à lui, et merci évidemment aussi à tous les militants d'Étoile du Sud qui aujourd'hui se battent sur le terrain au jour le jour, qui font du porte-à-porte, qui participent à la sensibilisation en distribuant des kits, toutes sortes de choses, en sensibilisant aussi les leaders locaux, les autorités locales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et pour tous ceux qui veulent aider Étoile du Sud dans leur lutte au Congo contre le coronavirus, vous pouvez faire un don sur la page d'Intal. Vous allez retrouver un lien vers Viva Salud, qui est notre organisation partenaire dans le droit à la santé ici en Belgique. Donc, vous pouvez soutenir les militants sur le terrain et puis évidemment continuer à suivre l'actualité d'Intal sur notre page. Et voilà, vous saurez bientôt la suite des activités d'Intal Congo qui va se poursuivre évidemment très bientôt parce que le 30 juin de cette année, donc le 30 juin 2020, ce sera les 60 ans
les 60 ans de l'indépendance du Congo. Et ces 60 ans, pas seulement pour le Congo, c'est aussi le cas pour 17 autres pays africains. Donc 2020, c'est vraiment une année spéciale où le continent entier célèbre ses 60 ans d'indépendance. Ce sera l'occasion du coup autant de commémorer ces luttes-là, de les célébrer, mais aussi de voir qu'est-ce que les 20-30 années qui viennent nous réservent pour l'émancipation sur le continent, pour la souveraineté, mais aussi de là où nous sommes ici en Europe, pour ceux qui nous suivent depuis l'Europe, c'est aussi comment est-ce qu'on renforce la lutte anti-impérialiste et la lutte antiraciste depuis ici. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et à très très bientôt. Et à vous. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.